Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons causer châssis, le FAFI et matériaux des châssis et précisément châssis plastique vs châssis aluminium. Il y a des avantages et des inconvénients là, il y a des avantages et des inconvénients là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Il y a des endroits où ce châssis est plus à l'aise et des endroits où ça sera mieux avec celui-là. Il y a évidemment différentes qualités de plastique, quantité de fibres à bord, mélange plastique, combien il est flex, etc. C'est infini. Ensuite vient la structure. Comment qu'ils l'ont gaulé pour les renforts, comme nombre de nids d'abeilles. Est-ce qu'ils ont fait un châssis en une seule pièce, comme l'a fait Arma ici, ou en 3 pièces, comme aime bien le faire Traxxas, ce qu'ils maîtrisent à merveille. Sur les châssis AU, ça c'est aussi déjà vu d'avoir des châssis 2 ou 3 parties. Mais en général, on part sur des châssis comme ça. Ce qui vient de plus en plus maintenant, ce sont des pliages à l'intérieur du châssis pour renforcer sa rigidité. Alors, certains l'utilisent pour utiliser un alu de qualité médiocre, comme celui du Sledge. Résultat, avec ces pliures, eh ben, ça bouge pas. Ça bouge à certains endroits où c'est pas censé bouger. Évidemment, si tu avais du 60-61 T6 ou 70-75 T6, qui sont les alus les plus utilisés, ça c'est une qualité encore un peu moindre, surtout les traitements de surface, qui doivent être assez durs. En plus, avec ces rainures-là, eh ben, on serait sur du super méga génial. L'avantage de ces châssis-là, c'est que plus le châssis est rigide, et c'est le cas avec les alus surtout quand ils sont emboutis comme ça, tu vois, ce châssis, t'as quasi pas de flex comme ça, t'en as un petit peu, et ça, c'est réglé par les renforts. Sur les châssis plastiques, tu as beaucoup plus de flex. Même si c'est renforcé au milieu, ça va flexer facilement sur les jonctions. Plus ta piste est dure, plus tu veux du grip. Très bel exemple, les voitures pistes, les GT avec les bonnes gommes sur le boudron. Eh ben, il te faut un châssis rigide. En plus, la piste est plate, il n'y a aucune raison de devoir avoir du flex. Sauf si tu supprimes tes suspects. Ça, c'est encore un autre domaine. En 10e à 12e, pas de cas. Et c'est là où ces châssis seront le moins adaptés. Par contre, sur un terrain bien défoncé, tu seras plus cool avec celui-là. Parce qu'il flex. D'accord. Tu prends des gamelles avec ce genre de châssis, ça encaisse pas mal d'impact sur le cul, sur le nez, machin. On a vu par le passé, on a de moins en moins de problèmes avec des châssis qui plient là ou qui plient là. Des fois, ça peut arriver sur les chocs violents qui se déchirent carrément. Ça s'est vu aussi. Et le pire pour ces châssis, l'impact au milieu sur quelque chose de dur. L'avant et l'arrière descendent à part, puisque les châssis sont faits en général au niveau des renforts pour encaisser des flexions, mais pas des ouvertures. Donc on arrache les renforts, les machins, on plie tout. Quand ces châssis flex aussi, tu as les carnets au milieu qui flex, donc il ne faut pas que ça tape devant, derrière, dans les noix de diff pour pas t'endommager les éléments internes du diff arrière ou couronne pignon à l'arrière ou à l'avant. Sur les ouvertures, ça t'arrive pas, ce genre de choses. Ce genre de châssis plat en plastique peut avoir des problèmes sur ça, pas de flex, mais trou dans le châssis. C'est pas très fréquent, ça arrive sur certains. La plupart de ces châssis aussi souvent sont plus haut au centre que devant et derrière, parce que ça encaisse mieux quand c'est comme ça, pour les chocs sur le nez ou sur le tulle et les atterrissages à plat, on ne va pas perforer ce truc là. Donc ça dépend aussi des structures. Ça s'est vu aussi déjà bien sûr avec des châssis alu. Tu as le châssis alu en haut, tu as les cellules en bas et des renforts à droite à gauche. Donc là aussi on n'aura pas d'impact comme ça, mais on aura plus d'efforts sur les jonctions avant-arrière. Globalement, dans tous les cas, dans tous les domaines, les constructeurs se sont améliorés à fond. Parce que il y a 10-15 ans, c'était pas normal de péter un châssis devant ou derrière en plastique. C'était pas normal de faire des bosses, de bananer un châssis alu ou de le torsader, ça s'est vu aussi. Mais comme dit, les matériaux sont de plus en plus balèzes. Ça, c'est moins cher et c'est généralement plus léger. Mais, une fois qu'ils ont mis tous les renforts et tous les nids d'abeilles, au final, c'est pas vraiment beaucoup plus léger que ça. Ça dépend aussi de la structure du véhicule. Il y a des véhicules dans ce domaine qui sont Traxxas X-Max. Le châssis du X-Max, c'est le truc pour le plastique. Truc de dingue ce qui peut faire ce châssis encaissé.
Quand tu pètes, comme il est en 3 parties, eh ben, tu peux changer qu'une des 3 parties, ça coûte vraiment pas cher. Quand tu prends des châssis comme ça sur des grosses échelles, comme le Audi 5T, si tu vas le plier devant ou le déchirer, c'est une plaque de châssis complète, 200-250 €, contre 35 € sur la réparation d'un X-Max. Hein, okay. Ça dépend de ce que tu fais de ta voiture, ce que tu attends de ta voiture et du type de terrain que tu utilises. Je veux savoir de vous dans les commentaires où vous en êtes niveau expérience. Est-ce que vous avez du châssis plastique? Est-ce que vous avez du châssis alu? Très important de noter l'échelle à laquelle vous roulez, parce que bien évidemment, en 1/10, les contraintes sont ridicules par rapport à un 8 et encore pire, bien sûr, par rapport aux gros balourds, un 5e, un 6e, etc. Les engins de 10-15 kg ont des contraintes sur dans la tronche qui sont totalement différentes. La méca aussi, reliée à ces châssis, souffre de différentes façons de ce que tu fais subir à ton châssis. Là, on en a parlé. On va plier les cadrans centraux. S'ils ne plient pas, c'est les diffs qui mangent. Sur ce type de châssis, tu trouves rarement un diff au milieu et un petit cardan vers devant, vers derrière. Généralement, on a une transmission à l'avant ou à l'arrière et un arbre de transmission complet qui a un certain jeu. Dans certains cas, il est télescopique. Donc là, évidemment, quand il est télescopique, ça risque rien. Là, tu peux le rentrer, le sortir comme tu veux. Il se passe que dalle. Hein, ça a des inconvénients de vibration à certaines vitesses et tout, mais sur les véhicules de loisirs, on s'en fout un petit peu. C'est sûr que tu verras pas ça arriver en compétition. Niveau efficacité aussi, les chances sont zéro sur un circuit. Si tu te pointes avec un châssis comme ça, buggy, si tu prends un Typhon 3S et tu vas te friter avec des Kakapits K1, tu vas comprendre. Il marche bien, mais niveau... Tu as une route mal habitée, encaisser le terrain, tout ça, ça n'a rien à voir. Par contre, dans le loisir, comme dit, c'est chouette, parce que c'est pas trop lourd et c'est pas trop cher quand ça pète. Certains ont une allergie au plastique, sont persuadés que c'est plus nul, c'est pire. Regardez, qu'est-ce qui est vraiment sur vos engins RC et en alu, globalement, châssis, tourelle. Après, ça s'arrête relativement là. Les cellules sont en plastique, les bras sont en plastique. Il y a des engins, bien sûr, full alu, surtout dans les grosses échelles, on trouve facilement du full alu. Sur la piste, ok. Mais est-ce que c'est utile? Ça pèse lourd, c'est sûr, ça bouge pas, c'est rigide, donc tout passe par la suspecte, machin, milieu et tout. Moi, à mon niveau de conduite, je ne suis pas un expert en pilotage, je sais rouler juste un peu tout, mais je sens la différence. Mais par rapport au prix d'achat, les risques quand tu te cartonnes, ça c'est très important pour moi qui fais le zazou souvent, quand tu te cartonnes avec un véhicule qui est plastique, eh ben tu déformes, tu pètes des petites pièces pas chères en alu. Quand tu cartonnes, c'est rarement des petits dégâts, c'est plus compliqué à redresser, t'es reparti pour changer des pièces très chères. Donc l'un dans l'autre, je le répète, ce que j'ai dit au début de la vidéo, ça dépend tout à fait de ce que tu attends de ton véhicule et de l'usage que tu veux en faire. Mais il y a certains en tout cas qui sont vraiment persuadés qu'ils prennent leur machine, ils achètent toutes les options alu possibles et elle sera tellement meilleure. Et quand tu prendras un gamelle, tu verras que en fait en plastique elle était top. L'alu n'est pas plus solide que le plastique, il travaille différemment. Et encore, ça dépend, je le répète une fois, encore de la qualité des alus utilisés. La plupart des marques utilisent des alus de pas trop grosse qualité de matière emboutie. C'est-à-dire ça passe sous une grosse presse. Cette presse te fait tous les trous et tous les pliages d'un coup. Le problème c'est qu'il y a étirement de la matière et du coup fragile, alors qu'une pièce usinée va être plus solide. Après ça dépend de la qualité de l'alu, du traitement de surface de cet alu, et il y a beaucoup de marques aussi qui n'ont pas compris certaines choses, qui ont compris, par exemple Obao. Si tu regardes dans les marques, on ne parle pas des marques de compète, mais Obao utilise un traitement de châssis dessus qui est très très dur, là où d'autres utilisent de la peinture. Ça, un coup de nettoyant au moteur, un coup de flotte et ton châssis il est bleu clair et tu as la sauce bleue qui coule au sol. Chez Arma c'est de la sauce verte, chez Coralie c'est de la sauce noire, chez Obitex c'est de la sauce beige. Tu délaves ton châssis parce que ce n'est qu'une peinture.
Ce n'est pas un traitement de surface qu'on appelle hard coated, c'est-à-dire un traitement de surface dur, comme utilise le châssis Obao par exemple. L'avantage de ça encore, c'est que ça ajoute une couche de rigidité à ta ferraille. C'est très résistant aux rayures et aux impacts. Je l'ai très bien montré dans la vidéo du Hyper VS E2. On a fait les runs comme d'hab, atterri sur le goudron, passer dans le gravier. Le châssis avait des rayures, mais sans plus. Alors que quand tu prends des châssis qui n'ont pas ce traitement, en dessous, ils sont poncés en moins de 2. Ça fait aussi une différence. Donc, si vous pouvez vous renseigner, en plastique, on a on n'a jamais vu d'ailleurs les specs du plastique. Hein, ça, chacun secret défense garde pour lui. Là, c'est pareil, Traxxas ne vont pas te dire en quelle matière il est, mais les pros pourront te dire c'est du 50-58, c'est du truc super élastique. Mais quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire niveau rigidité avec rien que le fait d'emboutir ce truc là comme ça, tu te dis que vraiment, s'ils avaient fait ça en 70-75 T6, même en 60-61 T6, ça aurait fait des dégâts. D'accord? Les marques de compète, bien sûr, Techno, Losi, tout ça, machin, utilisent des alus vraiment balèzes, avec des traitements balèzes. Pour ces raisons-là, chez eux, ça rigole pas, ça joue des championnats du monde, donc c'est pas juste comme nous, on va faire les clowns. Et voilà. Donc je veux votre expérience, qu'est-ce que vous avez eu comme châssis plastique, une partie, deux parties, trois parties, qu'est-ce qui vous arrivait avec, si vous n'avez pas eu d'encombre, tant mieux, c'est ce que je souhaite toujours à tout le monde. Quel type de châssis alu vous avez vu? On a déjà tout plié en châssis alu et tout pété en châssis plastique ici, hein, vous avez vu, au Bao avec les SS, sur le buggy encore ça allait parce qu'il était court, mais généralement quand ça devient les châssis longs, et ça devient plus problématique. Donc sur le SST, tu peux bananer ton châssis et tu peux plier tes tourelles, c'est pour ça qu'ils font des tourelles option, un châssis option. Minion Black Panther, on n'a pas encore le châssis et les tourelles option, on espère les avoir, existe que pour le buggy mais pas encore pour le truggy. HPI sur les Forza, Flux, Truggy par exemple, très flex, aucune option. Faut bricoler toi-même. Après, bien sûr, tout ce qui est Arma, Talion, Coralie, Trucmuche et tout ça, ils ont fait ce qu'il faut. Chez Arma, ils ont fait la série EXB, donc tu as des châssis 70-75 T6, mais ils sont un peu plus fins. Résultat, ils sont beaucoup plus flex que le normal. Au final, là aussi, il faut te poser des questions. Des fois, il y en a qui te proposent un châssis 70-75 T6 en 3 mm, l'autre qui va te proposer un 60-61 T6 en 4 mm. Les gens vont se dire, ouais, celui-là il est plus solide parce que si 70-75 T6, en fait, le fait que l'autre ait un millimètre de plus, même s'il a un grade inférieur, il sera plus solide. Mais pour ça, on va laisser s'exprimer les pros de la ferraille, parce qu'on a à bord la chaîne des pros de la ferraille. Si il y a des pros de la plastique, des gens qui travaillent dans l'injection plastique, dans les usines, les grandes entreprises, etc., qui sont fans de RC, les mecs, là, chez vous, d'accord? C'est très très important. Et voilà, c'est tout, parce que je voulais en parler juste de façon générique, parce que bien sûr, comme dit, chez chaque constructeur, il y a différents modèles. Regarde le Traxxas X-Max, on en a parlé avant, ça va super bien. Une fois transformé en XRT, ça se passe moins bien, le châssis en prend plus dans la gueule, parce qu'il n'a plus cette forme-là, il est en ligne, les chocs passent autrement, le XRT encaisse moins que le X-Max, ça c'est un fait. Après, il y a des châssis comme les Arma 3S qui ont été conçus dès le départ en 3S en ligne, sans être plus au milieu, ça se passe à merveille. Ils sont passés sur des châssis plus longs pour 4S, c'était Mimi, c'était Rara, c'était la même merde. Ils ont réagi, ils ont fait autre chose, ça va beaucoup mieux, puisque ça c'est le châssis du Créton 4S. Maintenant on lui a mis le châssis du Mojave 4S, encore un peu plus long, pourtant le truc il ne bouge plus. Et là, comme dit, ouais, il y a des véhicules où c'est systématique, tu as le châssis qui travaille comme ça, que ça va pas. HPI Forza. Mais, comme dit, petit renfort qui va bien règle le problème. Là aussi, ce que je veux en venir, c'est qu'on a des gens de plus en plus en France disponibles pour vous faire des pièces. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un frais... un tour, qui ont des fraises à la maison. Il y a des gens qui font ça au niveau professionnel et en plus en loisir à la maison. Il y a des gens qui font autre chose professionnellement mais qui font ça en loisir à la maison. Tous ces gens, signalez-vous. Bien sûr, on a RC Cactus, on a RC by J, mais c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres. Donc les mecs, signalez-vous. Tous ceux qui savent faire des pièces, là, par exemple, j'ai été contacté par un Allemand qui m'a envoyé des photos de son Savage suite à la vidéo du Savage. Le gars, il a fait un châssis, les plaques de châssis lui-même à la maison.
c'est son boulot, mais il a le... En fait, quand son patron achète du nouveau matos, lui, il a le droit d'avoir l'ancien matos. Donc, il équipait la maison avec tour et fraises professionnelles, des grosses machines. Il a fait 2 plaques de châssis de Savage XL avec le diff central directement dans le châssis, donc il a fait tout le support lui-même, mais le moteur reculé et la place devant dans le châssis pour mettre la lipo. C'est un type à classe. Par contre, il m'a dit c'est tout en 70-75 T6, je le fais pas pour les gens parce que c'est beaucoup trop cher, ils vont pas me l'acheter. Moi je lui dis fais-en un pour voir, ou 2 ou 3, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens qui vont l'acheter. Ah, je comprends. Et du coup, il fait aussi d'autres pièces, mais là, ça c'est un allemand. Et là, on est sur la vidéo française. J'aimerais bien que les Français se signalent. C'est très important parce que on a besoin de ces gens. Par exemple, dans le cas des tourelles, plus que les châssis, c'est souvent les tourelles le problème. Hein. Les tourelles qui se plient, des petits renforts, des suspensions, des fixations de bras de suspension. C'est vrai que de plus en plus d'équipementiers, surtout asiatiques, font ces pièces-là aussi directement. Donc c'est plus rentable pour certains de chez nous de les faire parce qu'ils se disent écoute, le temps que j'achète la matière, le temps que je passe dessus, tu l'achètes sur Ali, c'est sûr que tu as peut-être 1 mois de délai de livraison, mais c'est souvent 10 quand même. Moi il me faudra plus de temps pour ça, pour le faire, entre le boulot, la famille, le machin, plus l'expédier, etc. etc. Mais on trouve pas tout. Ce qui est sympa évidemment, c'est quand tu as des engins qui n'existent plus, ou les équipementiers aussi, parce qu'ils n'étaient pas très répandus, n'ont pas fait de pièces ou ont arrêté de les faire. Là, c'est très important d'avoir ce genre de personnes sous la main qui sont capables de faire ce genre de choses. Bien évidemment, nous avons tout ce qui est usinage, alu, carbone. Dans le plastique aussi, il y a de l'usinage. Ça peut se faire aussi. On a ici reçu de... Excusez-moi, là. RCU 34, donc le cactus. J'ai envoyé des bras de Obao Hyper MTX, puisque on n'a toujours pas de réaction de la part de Obao pour les bras. Alors lui, quand il fait chaud, ça va bien, mais quand il fait froid, ça va pas. Lui, il a récupéré des chutes comme ça, c'est lui qui va nous dire ça dans les vidéos, hein. Ce qu'il a utilisé comme plastique pour me faire un bras, enfin une paire de bras. Évidemment, c'est un peu plus lourd que ça, mais le but c'est que ce soit beaucoup plus solide et de monter ça à l'avant. C'est là où tu prends le plus de choc. C'est là où j'ai cassé le plus souvent des bras sur le MTX. Et globalement, d'ailleurs, sur tous les véhicules. Il y a quelque chose qui s'est rajouté à tout ça avec le temps, à l'usinage et au fraisage et au tour et machin bidule, c'est l'impression 3D, bien évidemment. Les matériaux d'impression 3D deviennent de plus en plus balèzes. Tu peux pas tout faire avec. Il y a des choses qui seront impossibles à faire, enfin qui sont pour l'instant encore impossibles à faire en impression 3D par rapport à une injection plastique ou de l'usinage de blocs de plastique complet ou aluminium ou des pièces de carbone. Je rappelle que j'ai un sledge ici, RC by J, plaque de châssis en carbone jusque là, ici Alu 70-75 T6. Bien sûr il y a une jonction. J'en ai fait voir de toutes les couleurs, ça bouge pas sur la jonction et le châssis bronche pas, d'accord? C'est absolument génial et il est beaucoup plus léger que toutes les options 70-75 T6 faites par GPM, MEIS Racing, ADU Racing. On parle pas bien sûr de M2C et compagnie qui font des châssis. Eux ils prennent un bloc d'alu comme ça, ils te fraisent le truc comme ça dedans, ils font un châssis d'1 kg, mais c'est normal. Parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que subit le véhicule après avec la masse en plus. Les constructeurs, c'est rare qu'on ait un engin dont la transmission est beaucoup plus balèze que ce que l'engin peut faire. Généralement, la transmission est calculée par rapport au poids et aux efforts et les châssis vont avec. Des fois, il y a des petits couacs entre soit le châssis et la transmission. Quand c'est la transmission qui est trop faible, c'est toujours un gros problème. Ce genre de pièces, justement, parce qu'il y a des moyens de renforcer, de faire en plus. Exemple tout con, tu as un problème de châssis qui flex, personne ne peut te faire quoi que ce soit pour, tu peux rajouter toi-même. Tu achètes des barres carrées d'alu, tu perces des petits trous, tu fais des trous fraisés ici, tu visses dans tes petits carrés alu, tu as rigidifié ton châssis sans que ce soit trop lourd. Bien sûr, il te faut la place. Tu peux mettre des barres au-dessus. Tu peux visser une deuxième plaque renforcée en dessous.
Ça se voit de plus en plus d'ailleurs, l'espèce de barre alu que tu rajoutes là. Il y a des moyens détournés relativement simples. Quand c'est la transmis qui merde, c'est un gros problème. Mais ça, on en causera sur une autre vidéo. D'accord? Il y a 36 000 façons de faire. Des fois, on voit des trucs tordus, que les gens nous disent c'est bizarre, c'est coupé n'importe comment, c'est pas droit, tout ce que tu veux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est l'essentiel. Moi aussi, je fais des cochonneries comme ça. Quand tu es sur le terrain et que tu veux pas rentrer, et que tu as en main un marteau, une pièce en alu qui traîne dans la bagnole ou une barre parce que tu es à la déchette et c'est resté au fond de la voiture, tu as quelques vis plus longues dans la boîte, quelques écrous, ou bah tu traverses tout et tu fixes ton bordel. Hein. Surtout si tu fais un shrapnel et surtout si tu fais tout droit sur les rampes, tout droit sur les rampes, tout droit sur les rampes. Si tu veux t'amuser à faire ce genre de truc, prépare-toi à emmène de quoi bidouiller parce que c'est garanti que ça va t'arriver, que tu prennes du châssis alu ou du châssis plastique. Quelles sont mes préférences? Alors, sur les engins de loisirs pour faire les gros cochons, je préfère le plastoc. C'est clair. Mais le plastoc a ses limites, surtout sur les châssis plats. Parce que beaucoup se sont dit pourquoi est-ce que Traxxas n'a pas fait un châssis plastique comme ça sur le Sledge? Pourquoi est-ce que Arrma ne le fait pas sur les 6S? Pourquoi est-ce que Coralie ne le fait pas sur les 6S? Parce que tu finis par être pas beaucoup plus léger, voire plus lourd avec le plastique. Et tu auras toujours des problèmes de rupture. C'est une question d'ailleurs que je me pose un peu sur ce Max Slash, puisqu'on se retrouve avec un châssis Max qui aussi a été conçu comme ça, qui se retrouve à plat. Bon, là c'est dans un SC, c'est pas dans un MT, c'est pas un Truggy, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer quand des gens vont mettre les bras larges du Max V2 avec des roues des grosses roues et utiliser ça comme un Truggy ou un Muggy. Mon avis, ça va y avoir de la casse. Va y avoir de la casse. J'ai pas confiance. On l'a vu sur l'XRT. Le châssis au milieu, quand il tape, les graviers ils font des trous dedans. Et on va ajouter à ça en châssis alu, ça existe aussi en plastique, les châssis qu'on appelle TVP, comme on a sur le Savage Flux, comme on a. Non, là c'est plus ou moins un TVP, mais c'est plus un extrudé. Je vais vous expliquer la différence tout de suite. Un TVP ici, c'est-à-dire deux plaques verticales qui sont vissées ensemble et les cellules sont rapportées dessus. Par rapport à ça, il y a un avantage sur le tape par terre à plat, puisque tu as deux tranches de châssis comme ça, tu ne vas pas réussir à les plier comme ça. Mais ce que tu vas faire, quand tu vas arriver comme ça, c'est de faire un accordéon. Tes plaques, elles vont faire comme ça. Je te promets, on l'a fait plus d'une fois. Les châssis en plastique TVP sont sur le jump shot, sur certains véhicules Tamiya ou autres, pareil, des véhicules plus légers, plus petits, il y a du flex, ça encaisse, pas de problème. Un petit avantage des TVP, c'est que c'est plus facile à refaire pour ceux qui travaillent à côté, pour les faire en alu plus balèze, en carbone, etc. etc. Il y a vraiment du choix, des matériaux, sûrement des matériaux futurs qui vont arriver, qui vont dépasser toutes nos espérances, parce qu'ils vont allier le plastique et l'alu niveau solidité, flex, machin, on va avoir la totale. Ça serait top. C'est pas pour tout de suite. Le même problème sur les TVP bien sûr avec ta transmis. Quand tu as fait un accordéon, ton châssis est plus court, il y a des éléments au milieu qui ont perdu de quelque chose. Soit tu as un cardan plié, c'est comme dit, il a défoncé ton diff aussi, ou n'importe quoi. Il y a plein de genres de choses comme ça. On va parler de ce que j'ai déjà vu en châssis alu. Moi perso, twist, c'est-à-dire que tu as le train avant qui est comme ça, le train arrière comme ça. Pliure sur la partie avant, sur la partie arrière, au centre. Pliure comme ça. Et dû à des chocs sur des caillasses comme ça, des bosses, des méchantes bosses, ou même un châssis plié de l'autre sens. Ça, c'est ce que j'ai vu. Des châssis complètement ratatinés ici devant au niveau des trous de fixation endommagés. Et ce qu'on a vu sur un Mojave, pas UXB, un normal, c'est un châssis qui s'est déchiré. Il s'est coupé net, là, tchac, en deux. On a vu ça aussi sur d'autres engins avant ça, mais quand j'avais pas encore la chaîne, sur des Truggy ou autres, mais toujours dans les cas de figure relativement similaires, c'est-à-dire que ce Mojave, au freinage, le châssis devant est allé s'engouffrer dans quelque chose de très dur et bas. Là, c'était l'embase d'un poteau. Donc l'embase du poteau, elle est bétonnée comme ça dans le sol. T'as une espèce de champignon et ton poteau est planté dedans. Et ben, le coin du châssis, il allait se fourrer là-dessous. Tout l'effort est arrivé, les 6-7 kg de la machine lancée à 70-80 à l'heure. Bah, châssis déchiré.
D'accord. Sur les châssis plastiques, des casses à l'avant, à l'arrière, des trous dans le châssis, sur les châssis plats. Sur les châssis plus haut au centre, c'est juste déchirure avant-arrière. Le flex, tu vois pas pourquoi, parce que le châssis revient. Tout simplement. Ce qui se passe après, c'est au niveau de la méca. Donc là aussi, Traxxas maîtrise bien le truc. Les jeux qu'ils ont à l'intérieur fonctionnel font que la transmise, généralement, prend rarement un coup. On arrive quand même à plier les tubes sur le X-Max, le XRT ou autre. Pour ça, je préfère les cardans télescopiques au centre. Après, sur un châssis à lui, ça ne me dérangerait pas non plus d'avoir les châssis les trucs télescopiques. Hein. Et de la visserie qui s'arrache de là. Un support moteur qui s'arrache, une pièce de diff qui s'arrache de là. Là, tu vois, comme tu as... Ça nous est arrivé, sur l'autre fois, vous avez vu sur le Mojave avec l'autre truc, c'est qu'on a donc la tourelle qui est... Là, on a une demi-coquille de diff, on a la demi-coquille en haut avec la tourelle. On a séparé les deux. Ça dépend aussi de comment quoi est fixé. Sur Traxxas, c'est en 3 parties, le carter est devant, pas séparé en 2 dans la hauteur. Par contre, sur le Revo 2, c'est séparé en 2 dans la hauteur. Là-bas, j'ai pas réussi à séparer les pièces, pas encore, même avec un frontal trottoir. Mais voilà. Donc je veux savoir quelle est votre expérience avec tous ces trucs là. Les TVP, je vous l'ai dit, j'ai déjà vrillé, j'ai déjà fait de l'accordéon, du méchant, hein, de l'accordéon, il y avait 2 soufflets dedans. Il y avait des soufflets différents à droite qu'à gauche, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous est arrivé, dans quelles conditions? Moi bien sûr c'était les casses châssis plastiques sur des gros seaux, planter du nez, tomber trop sur le tulle, engouffrer dans quelque chose, taper fort dans quelque chose. Les châssis alu exactement pareil. Donc en gros, sur la plupart des châssis, c'est dû à des erreurs de pilotage. Après, il y a des châssis comme celui des HPI Forza Flux qui flexent tout seul. T'es dans le pré, tu roules, virage gauche-droite, un petit saut en longueur, boum boum, et ton cardan arrière est voilé parce que le châssis trop flex. Puisque la construction est de chez Mignon, et Mignon, sur Black Panther, a la même chose. Si tu installes pas tout de suite le truc arrière alu chez HPI, n'existe pas, et de toute façon il est trop court, la fixation est là, et tout ça, ça flex. Les autres on veut plus long, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus arriver les petites barres en haut de renfort, en plus de ces trucs là. D'accord? Donc plastique, c'est pété. Alors il y a plein de techniques de réparation, de collage, de soudure plastique. Ça reste des trucs qui vont pas tenir éternellement. C'est un provisoire qui va faire son boulot un certain temps et après il va relâcher. Sur l'alu c'est pareil, tu peux redresser. Alors bien sûr, si tu as la chance d'avoir une presse, tu vas le redresser à la presse. Tu peux le défoncer au marteau avec une cale. Chaque impact va fragiliser la matière parce que tu l'étires. Pareil, ça tiendra un moment, puis ça va se replier là où c'était faible. Tu peux utiliser dans tous les cas des petits renforts en plus que tu peux visser à droite, à gauche, couler une ferraille en dessous. Après, tout ce que tu rajoutes, c'est du poids en plus, c'est de la garde au sol en moins si c'est vissé en dessous, etc. Il faut toujours voir un petit peu tout et la vision d'ensemble. Alors, qu'est-ce que moi j'aimerais de la part des constructeurs? Eh ben, j'aimerais voir arriver plus de châssis comme sur le X-Max et le Max. J'adore les châssis plus au centre, de toute façon. Hein. Les châssis plats au milieu, ça m'intéresse pas. J'en ai parce que t'as pas le choix sur certains engins. Mais si tous ces engins étaient plus au centre. Le Max Slash, moi j'aurais préféré qu'il le fasse au centre. Ah, c'est plus dur à rouler, rien à foutre, je sais rouler. Et tu vois, ce que j'aimerais globalement, c'est qu'il continue à progresser, puisque on a beau râler de tout ce qu'on casse et machin, il y a... Regarde maintenant, vraiment, depuis le début de l'année, quel véhicule on a sorti de la boîte ou dont on a parlé qui a vraiment des soucis sortis de la boîte que tu dois rectifier tout le temps. Le premier sledge que j'ai eu cette bosse, c'est pour ça que j'en ai un autre ici, plus récent. Et on va voir si on fait toujours cette bosse. Il y a des solutions pour cette bosse, c'est énervant. On avait les Kraton 4S V2 qui ont eu des casses de châssis, mais seulement certains. Ensuite, tout d'un coup, il y en a eu, on a racheté des châssis les mêmes, mais qui n'ont plus cassé.
Et ils ont quand même pallié au truc en faisant encore un tout nouveau châssis maintenant. Donc globalement, les constructeurs réagissent, certains sans le dire. Il y en a qui font rien, HPI, Solflux. Et mais ouais, on a des transmissions de plus en plus balèzes, on a des châssis de plus en plus balèzes quand même. Souvent, c'est vrai, sur les tourelles et les servos, c'est pas la gloire partout. Hein. Bon, les Asiates, ils ont mis le paquet, on espère que les autres vont suivre. Ne serait-ce que par fierté et dire nous, non, nous on fait mieux, on est américains. Je m'en fous, tant qu'ils font mieux. Ils peuvent le vivre mal comme ils veulent. Tant mieux s'ils font mieux. Et on a un grand pas en avant qui impacte aussi sur le châssis, puisqu'on parle du châssis, c'est ce qui se passe actuellement avec les motorisations. On a eu une période où, au tout départ, les engins étaient thermiques et transformés en brushless par les constructeurs. On s'est retrouvé avec des combos brushless beaucoup trop brutaux pour la méca qui encaissait sur le thermique, même si c'était la même vitesse de pointe. La façon différente de l'électrique de fonctionner par rapport au couple et au régime maxi, 60 000 tours max sur la plupart des moteurs 1.8 standard, entre 50 et 70 000 selon les qualités de fabrication, TP Power jusqu'à je sais pas combien, 100 000 là maintenant. Donc des efforts totalement différents sur ces pièces. Je te parle de ça parce que si les moteurs la plupart du temps sont montés en long, ça pose un problème de flex et de twist sur ces ensembles là, qui n'est pas négligeable, que tu sens dans certains engins, comme particulièrement les engins, c'est quelque chose qu'on a surtout en classe 1/8, des engins 1/8 qui ont été rallongés à du 1.6, 1.7, comme le MT2, le Seine Reaper, tous ces engins souffrent énormément de tout ça. Bien sûr, on a les suspensions qui jouent, les huiles de diff, mais le châssis flex aussi. Parce que plus le châssis est long, plus il est grand, plus il est lourd, plus c'est compliqué de maintenir ça ensemble, plus il te faut de renfort et plus il est d'autant plus lourd. Donc sur les nouvelles motorisations, on a vu arriver donc avec les combos à capteur déjà, et maintenant même les combos sans capteur. Castel a ça depuis un petit moment, mais ils ont toujours le punch d'office par défaut à 100%, ce qui fait que ces combos sont toujours encore brutales, même sans capteur. Et on a Obi-Wan donc sur les Quick-Run G2, qui nous ont fait un truc comme ils ont fait sur les versions capteurs. C'est-à-dire que la plupart de ces varios maintenant, t'as beau faire ça, le vario sait combien d'ampères il est en train de tirer et il va diminuer cette courbe, il va adoucir cette courbe, il va empêcher le moteur d'être nourri de suffisamment d'électricité pour continuer à arracher cette courbe au plafond. Dans certains cas c'est chiant, c'est pas ce qu'on veut, surtout pas si on fait des sauts. Mais pour la plupart des utilisateurs, eh ben, c'est bénéfique. Je dirais pour la majorité des utilisateurs, c'est bénéfique, même pour moi. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, tu t'habitues à rouler différemment avec l'électro qu'avec le nitro. Tu es beaucoup plus doux sur tes gaz et l'accélération. Tu penses à ton contact pignon-couronne, à ton petit jeu. Je l'ai dit déjà plein de fois dans plein de vidéos. Si ton moteur sort 3 chevaux, en thermique, il y a l'embrayage entre le temps que ça monte et tout, ça vient, tac, ça touche, ça part. En électro, tu es posé comme ça parce que tu viens de faire un freinage, 3 chevaux, freinage, accélération, donc il faut penser à cette souplesse. Il faut penser à rouler plus, tu vois, en courbe plus douce que comme ça. Tout ça, ça se répercute aussi là-dessus. Alors évidemment, plus sur la transmise que sur les châssis et les matériaux eux-mêmes. Mais quand même, je suis en train de chercher des mauvais exemples. Il y en a plus tant. Enfin, c'est pas qu'il y en a pas tant que ça, mais après, c'est des châssis que, voilà, c'est sûr. Pour moi, Psyma, c'est pas un constructeur. C'est du BSD Racing. C'est pas des engins que j'aime bien, donc je les ai pas là. Je les teste rarement. C'est pas la qualité que j'apprécie. Alors, on a FS Racing qui fait de l'avant, mais qui fait des trucs encore peut-être un peu trop tendres. C'est sûr, oui, si tu prends un FS Tank, donc MHD Gunner 6S, ou un Reedy Bash par exemple, c'est sûr que là tu vas toujours avoir ces parfaits exemples de châssis qui flex, qui plient, qui twist. Les tourelles pareil, cloc. Et sur le Team Magic Tekken et sa version pick-up, qui sont donc 7 engins sans la cage, tu vas retrouver aussi ce problème. Moins,
Moins sur le châssis, mais sur les tourelles. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le SST est toujours pas amélioré, il a toujours aussi ça. Et je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils le font pas tout de suite avec le châssis et les tourelles options d'office. Si déjà le prix est grimpé, j'aurais écrit que ce serait sympa d'avoir les pièces dessus d'office, vu que de toute façon le châssis à la base il valait 220 balles, là il est à 350, c'est le même. Est-ce que ce serait possible d'avoir les options à ce tarif? Bref. Et pourtant vous savez que j'aime au bas. Tout ça pour en revenir toujours au même. Il y a plein de constructeurs qui font des bonnes caisses et des caisses pourries. Il y en a qui font des caisses pourries, qui font de temps en temps une bonne caisse. Il y a des chers qui font de la merde, il y a des pas chers qui font du génial. Il y a aussi souvent du pas cher qui font du pas cher. Et mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est pas cher. Ce qu'on veut tous, évidemment, c'est un engin pas cher qui tient bon. C'est sûr que si on pouvait payer un engin type Technotronic ou un sledge avec un châssis 70-75 T6 et les tourelles 70-75 T6 avec tout l'emboutissage dessus et les formes et les machins et les pliures, sorti de la boîte le prix d'un FS Tank 350-400 €, et ben on dirait pas non. Ça, c'est pas seulement la majorité, c'est la majorité absolue qui serait d'accord. Ça c'est sûr. Ça c'est le rêve, hein, mais ça va rester un rêve, ça c'est sûr. Le cauchemar de la réalité, c'est les prix qui... Et la qualité, elle a augmenté, mais pas autant que le prix. Ça, c'est un fait avéré. C'est comme les glaces. Alors, ils ont dit, c'est bon, on a stabilisé le prix des glaces, mais ta glace qui pesait 250 grammes est passée à 190 grammes. Quelque part, ils te la mettent toujours, la carotte.